Merci bien. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette soutenance autour du sujet l'impact des stratégies RH sur le développement organisationnel et à la mobilisation des acteurs dans les organisations à but non lucratif. C'est le sujet choisi par Mademoiselle Ismaël Joseph pour boucler, alors pour et nous présenter aujourd'hui dans le cadre de la préparation de son mémoire. Et ce travail a été réalisé sous la direction de Madame Rose Emanit Joseph. Jérôme, mais d'où est-ce que je sors ce Joseph? Non, c'est elle, Joseph, et c'est Ismaël qui est Joseph. Et, pardon? Oui, le travail a été réalisé sous la direction de Madame Rose Emanit et Jérôme. Et j'espère que Madame Jérôme, elle est déjà là. Madame Jérôme? Alors oui, bonsoir Monsieur le Président, bonsoir les membres du jury, je suis déjà là. D'accord. Merci Madame Jérôme. Et puis avec nous, Madame Jérôme et moi, pour cette soutenance du mémoire de Mademoiselle Ismaël Joseph, on aura comme rapporteur le docteur Christophe Providence, qui bien évidemment est là. Donc le décor est bien planté. Madame, messieurs, encore une fois, bonsoir. Merci d'être là, parents, amis, pour accompagner Ismaël en ce grand moment. Ismaël, et tout comme Oudeline, elle a passé 4 ans avec nous à étudier à l'IUS. Donc, on la connaît bien. Et comme Oudeline, on sait tout ce qu'elle peut donner, bien évidemment. Et pour le moment, Ismaël, ça fait 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans, et elle a laissé le pays, mais elle a continué et elle a poursuivi ses études avec nous. Donc aujourd'hui, Ismaël va couronner un petit peu le tout avec la soutenance de son mémoire autour de l'impact des stratégies RH sur le développement organisationnel et à la mobilisation des acteurs dans les organisations à but non lucratif. Mademoiselle Ismaël Joseph, tu as 10 minutes pour nous faire une présentation de ton travail. Bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous me recevez. Oui, très bien. OK. Mesdames et messieurs, les membres du jury, bonsoir. Comme venait de le dire M. Zidor, je suis Ismaël Joseph et étudiante en L4 depuis l'année 2021. J'étais là-bas à IES, mais malheureusement, je n'ai pas pu terminer à cause de quelques déplacements. Je suis ravie aujourd'hui de présenter mon travail qui a pour sujet l'impact des stratégies du RH sur le développement organisationnel et à la mobilisation des acteurs dans les organisations à but non lucratif. Avant de commencer mon travail, je vais partager un peu avec vous le plan du travail. Tout d'abord, on va commencer avec le résumé. Comme ça, on va un peu voir de quoi il s'agit. Après, on a l'introduction, la problématique, l'objectif de recherche, les hypothèses, la méthodologie avec les
Les grands points comme les ONG, les RH, les dimensions du RH, les stratégies du RH. Après, on va voir le résultat, la conclusion et remerciement. Pour le résumé, ce travail nous permet d'analyser le rôle de la fonction des ressources humaines dans le développement organisationnel, en s'appuyant sur l'étude de ces dimensions qui la composent, plus précisément ces 4 aspects principaux, tels que stratégique, tactique, opérationnel et transactionnel. L'objectif est de comprendre comment ces niveaux d'intervention interagissent pour influencer la performance, la cohérence interne et la capacité d'adaptation des organisations, particulièrement dans le contexte des organisations à but non lucratif. Dans le monde d'aujourd'hui, les OBNL jouent un rôle essentiel, mais elles évoluent dans un contexte extrêmement difficile. Dans ces conditions, la gestion des ressources humaines devient un levier stratégique pour assurer leur performance et leur durabilité. Leur contribution à la cohésion sociale, au soutien des populations vulnérables et au développement local est devenue incontournable. Toutefois, pour remplir efficacement leur mission, ces organisations doivent s'appuyer sur des pratiques de gestion interne solides capables de soutenir leur performance et leur capacité d'adaptation. Pour la problématique, les OBNL doivent mobiliser efficacement leurs employés et bénévoles pour assurer leur mission sociale. Pourtant, elles rencontrent des défis importants, par exemple, rotation du personnel, manque de formation, gestion de bénévolat, communication interne limitée. Ces contraintes affectent leur développement organisationnel et leur capacité à mobiliser les acteurs. D'où vient la question centrale de mon travail? Comment les stratégies du RH influencent-elles le développement organisationnel et à la mobilisation des acteurs dans les OBN en Haïti? L'objectif de mon travail, l'objectif général, c'est d'analyser comment les pratiques du RH contribuent à la performance, à la cohésion interne et à la mobilisation des employés et bénévoles dans les OBN. On a aussi des objectifs spécifiques comme comprendre les pratiques RH, voir comment elles transforment l'organisation, mesurer leurs effets sur l'engagement des acteurs, identifier ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré. Les hypothèses. Durant le travail, j'ai trouvé pas mal d'hypothèses, mais si les pratiques du RH sont bien organisées sur le plan de communication, formation, reconnaissance, l'organisation se développe mieux et les acteurs sont plus mobilisés. La méthodologie. La méthodologie adoptée dans mon sujet repose sur une démarche qualitative visant à comprendre en profondeur les pratiques de gestion des ressources humaines et les dynamiques organisationnelles au sein d'une organisation non gouvernementale. La recherche s'inscrit sur une perspective à la fois descriptive et exploratoire. Elle est descriptive dans la mesure où elle documente les pratiques existantes, les outils utilisés, les processus formalisés ou informels, ainsi que les forces et les limites du système RH en place. Elle est également exploratoire puisqu'elle cherche à identifier les besoins organisationnels, les défis rencontrés et les leviers susceptibles de favoriser un développement organisationnel. On va voir les grands points comme les ONG. Les ONG, c'est une organisation non gouvernementale et qui est genre comme une institution privée, autonome à but non lucratif, créée par des acteurs de la société civile pour mener des actions d'intérêt public dans les domaines variés tels que le développement humanitaire, l'éducation,
la santé, l'environnement ou les droits humains. Les ressources humaines. Les ressources humaines désignent l'ensemble des pratiques, des politiques et des processus mis en place pour une organisation pour gérer, développer, mobiliser et encadrer les personnes qui y travaillent, qu'il s'agisse d'employés, de bénévoles ou de collaborateurs externes. Pour les dimensions du RH, on a trouvé 4 dimensions principaux. La dimension des ressources humaines désigne l'un des grands axes composants ou champs d'intervention qui structurent la fonction RH dans une organisation. Chaque dimension représente un aspect spécifique de la gestion du personnel permettant d'analyser, de comprendre et d'organiser les pratiques du RH selon une logique cohérente. Étant donné que notre sujet est basé surtout sur les stratégies, donc on va voir un peu le tableau qui décrit un peu c'est quoi la dimension stratégique de la ressource humaine. Avant, on a vu la définition. La définition, c'est un peu vaste, mais c'est un peu prends les clés, les mots-clés. On a pour définition, pour la dimension stratégique, c'est niveau de la fonction RH qui oriente les choix à long terme, anticipe les besoins futurs et aligne les ressources humaines avec la vision et les objectifs globaux de l'organisation. On a beaucoup d'éléments, mais je souhaite vous montrer un peu les enjeux. Par exemple, on a alignement stratégique, contraintes budgétaires, résistance au changement, manque de données fiables, pression des bailleurs. Les stratégies du RH. On a planification des besoins en matière de main-d'œuvre, gestion de la diversité, inclusion de la main-d'œuvre, évaluation des pratiques. Ces 3 clés constituent comment les stratégies du RH influencent le développement organisationnel d'un ONG. Premièrement, la planification des besoins en matière de main-d'œuvre. La planification, c'est le moment d'évaluer dans quelle mesure les ressources actuelles qui permettront de faire face aux enjeux qui se présentent au sein de l'entreprise. 2, on a la gestion de la diversité. La gestion de la diversité consiste à reconnaître et à valoriser les différences individuelles au sein de l'organisation en mettant en place des pratiques inclusives qui favorisent l'égalité des chances, la participation de tous et à la cohésion interne. Elle vise à créer un environnement de travail où chaque employé, quelles que soient ses caractéristiques personnelles ou professionnelles, de contribuer efficacement au développement organisationnel. En dernière position, on a évaluation des pratiques. C'est le résultat de tout. C'est un processus systématique qui vise à analyser et à améliorer vos pratiques en ressources humaines afin d'assurer la cohérence, l'efficacité et l'alignement avec les objectifs stratégiques. Pour les résultats, on trouve que les stratégies du RH influencent directement la mobilisation des acteurs. Et deuxièmement, on trouve le développement organisationnel dépend fortement de la qualité des pratiques du RH. Pour conclure mon travail, les stratégies du RH jouent un rôle central dans la mobilisation des acteurs et dans le développement organisationnel des OBNL. Quand les pratiques RH sont claires, structurées et cohérentes, les employés et bénévoles sont plus engagés. La coordination interne s'améliore et l'organisation se développe mieux. À l'inverse, les pratiques informelles et les défis du RH limitent la performance et la mobilisation. L'influence stratégique des RH peut être un moteur ou un frein au développement organisationnel selon sa capacité à s'ajuster aux réalités opérationnelles, culturelles et humaines de l'organisation. C'est comme ça que je lui fais à mon travail. Je remercie les membres du jury de m'avoir écouté et toutes les autres personnes. Maintenant, je fais place à vous pour les questions et en plus pour les remarques. Merci beaucoup.
Merci Ismaël et toutes nos félicitations pour ton travail. Là, maintenant, très rapidement, je vais passer la parole au rapporteur, le docteur Christophe Providence, et c'est un peu son dada aussi. C'est pas seulement l'économie, les collectivités, etc., et la territorialité, mais c'est aussi son dada. Donc, je passe la parole au docteur Christophe Providence, qui joue le rôle de rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Merci à Rosé Manit pour sa collaboration, l'encadrement. Je sais que ce n'est pas évident. Hein? Et je félicite Ismaël Joseph pour n'avoir rien lâché. Hein? Et aujourd'hui, elle est là à présenter son travail. Même si je vais devoir dire la vérité sur ce texte, pas pour faire peur, pas pour l'accuser, pas pour, en tout cas, hein, mais pour l'aider à améliorer ce travail. Parce que je trouve qu'il y a un potentiel réel qui n'est pas exploité. Hein? Voilà, donc j'annonce les couleurs, je fais exprès. Et j'irai très vite parce que mon objectif, premier, c'est de vraiment faire en sorte que l'étudiant puisse corriger son texte. Déjà, elle pourra faire la différence pour nous. Hein, ce serait peut-être ma seule question, on verra bien, entre ONG et OBNL dans son texte. D'accord? Donc, tout à l'heure, elle va nous dire comment est-ce qu'elle peut, en tout cas, qu'est-ce qu'elle peut nous dire si elle fait le distinguo entre les deux. Bon, alors, je vais commencer sur le fond parce que il y a des choses à dire, hein, et c'est là aussi la grande inquiétude. Hein, déjà, le sujet, je te demande, parce que là, tu restes sur Haïti, alors que il y a des éléments de précision à apporter. Hein, il y a des éléments de précision à apporter, d'autant plus que tu ne parles pas de n'importe quel OBNL, tu ne parles pas de tout ce qui existe en Haïti, tu as même été entre guillemets, sur le terrain. Hein? Donc, si tu as été sur le terrain, quelque part, il faut le préciser dans le sujet. Donc, tu es très, très évasif sur cette question. En tout cas, il faut préciser. Bon, alors, autre élément, et j'aimerais aussi que, et ça se traduit, hein, le fait que tu n'as pas su bien délimiter ton sujet, pareil, dans ta question de recherche, et en tout cas, c'est pas clair. Je te demanderai, avec l'aide de ta directrice de mémoire, de formuler une question centrale, claire. Et peut-être ce serait la deuxième question que je devrais te poser. D'accord? Et comme tu as une question centrale, à ce moment-là, tu vas revoir parce que, comme on a dit dans le cours de méthodologie, comme pour le sujet, la question de recherche doit également respecter les 4 critères, à savoir clarté, précision, concision et faisabilité. D'accord? Donc, je t'invite à préciser ces éléments-là, puisque tu as été sur le terrain, encore une fois, je le rappelle. Et voilà, donc pour qu'on puisse bien comprendre. Et par la même occasion, si tu pouvais en même temps annoncer des objectifs mesurables, spécifiques, mesurables. Parce que là, j'ai l'impression que tu n'arrives pas vraiment à faire le lien avec le terrain. Hein, tu restes au niveau théorique. Ce qui fait une bonne transition pour ton cadre, avec ton cadre théorique. Hein, bon,
Certes, tu as présenté les ONG, les ressources humaines, les dimensions stratégiques, etc. Mais tu mobilises très peu d'auteurs dans le domaine. J'ai envie de dire que tu as fait très peu de lectures. Et ça se voit même dans ta bibliographie. Hein? Donc, il y a pas mal d'auteurs, y compris une littérature riche locale, hein, à savoir à travers les presses de l'US. Il y a des articles qui sont publiés dans ce domaine-là, particulièrement. Et tu parles d'ONG ou d'organisations à but non lucratif dans ce sens très large. Il y a encore une fois beaucoup de choses, une large littérature sur les ONG hein, en Haïti. Donc, je t'invite vraiment, ça c'est obligatoire, à, pendant que tu vas te remettre au travail, à vraiment ajuster les choses. Parce que là, c'est pour ça que tu annonces, tu dis des choses, on pourrait te demander d'où ça vient. Est-ce que c'est du Saint-Esprit ou de l'Esprit qui t'anime? Je ne sais pas si c'est saint ou pas. Bon, alors, il faut faire très attention. Donc, je t'invite, pour le cadre théorique, à vraiment ajouter les références parce qu'il y en a et tu utilises pas mal de concepts. Donc, il y a plein de références que tu pourras ajouter. Autre élément, moi, la grande faiblesse, en plus de ce qu'on a dit là de ton travail, c'est au niveau méthodologique. Si tu as annoncé une analyse qualitative, on ne dit pas que ce n'est pas approprié. Mais on ne va pas les donner. Comment tu as fait pour collecter tes données? Les acteurs interrogés, les outils utilisés et la méthode d'analyse de ces données. Tu vois, donc, ça manque vraiment cruellement. Ça ne permet pas au lecteur de bien voir la portée empirique de ton travail. Donc, il faut décrire le terrain avec beaucoup de précision, d'accord, l'échantillon, les entretiens que tu as menés, d'accord, sur quels critères, comment tu as fait pour sélectionner, parce que dans un travail de recherche, on doit justifier tout ce qu'on fait. Hein? Donc, si je travaille sur, je ne sais pas moi, Jacmel et non sur Jacmel, c'est à moi de justifier pourquoi. Si à Jacmel, je choisis telle ONG plutôt que telle autre ONG, c'est à moi de justifier pourquoi ce choix, etc., etc. Donc, ce qui n'apparaît pas clairement dans ton travail. Donc, la grille, par exemple, non seulement tu dois préciser les critères de sélection, la grille d'analyse, ce sont des données qualitatives. Et j'ai envie de te demander, est-ce que tu as bien collecté des données qualitatives? Où sont ces données? Donc, ça aurait été, tout à l'heure, tu vas nous répondre, où sont passées les données. Bon, ça veut dire que sur le plan empirique, tu auras du mal, puisque tu n'utilises pas les données déjà. La méthodologie n'est pas clairement posée pour t'aider à collecter des données, même si tu les as. OK, mais on met quelques points d'interrogation sur leur qualité, c'est vrai, mais il fallait les utiliser. Donc, dans le travail, tu restes au niveau théorique et descriptif. D'accord? Tu es en train de décrire des choses, tu es à proposer des tableaux, d'accord, qui structurent des idées, mais ces tableaux-là ne reposent pas sur des données de terrain. Or, ça, c'est très, très important. Très, très important. Si tu as des données, il faut les utiliser, il faut les exploiter. Sinon, ça n'aurait aucun sens d'aller collecter des données sur le terrain. D'accord? Donc, je t'invite à intégrer une vraie analyse empirique, puisque tu as fait des entretiens, tu as annoncé un questionnaire, d'ailleurs, c'est une étude du cas, parce que ce que je t'avais dit, puisque tu travailles pas l'ensemble des OBNL, organisations à but non lucratif, c'est sur, je ne sais pas moi, une organisation, deux organisations, etc. Il faut préciser.
Et à ce moment-là, tu pourras utiliser les données collectées pour mettre dans un tableau, dans une illustration quelconque, afin de démontrer des choses. Autre élément, même si on pourra rapidement passer au niveau de la forme, quand on présente une illustration, il y a trois éléments à faire ressortir. Il y a toujours le titre, il y a le corps de l'illustration, ça doit être lisible, ça doit apporter des informations pertinentes, d'accord? Et puis, il y a la source. Donc, je t'invite à revoir telles illustrations. Quand on dit illustration, que ce soit tableau, que ce soit graphique, que ce soit photo, etc., etc. Sur le plan de la forme, toujours, je pense que tu dois faire attention aux répétitions, puisqu'il y en a beaucoup de répétitions. Tu fais des affirmations, mais tu n'apportes pas de preuves. D'accord? Donc, parce que c'est le terrain qui doit te permettre de faire ça. Et tu n'exploites pas le terrain. Tu n'exploites pas tes données. Donc, ce que tu dis, ouais, etc., c'est ta parole en réalité. Tu n'as pas fait la démonstration. Autre élément au niveau de la forme, certes, on apprécie le plan en 3 chapitres, d'accord, mais au niveau de la progression des idées, l'enchaînement, tu restes très mécanique. Il faut réorganiser les choses de manière à bien passer. Là, il y a le cap théorie, on passe à méthodologie le travail, résultats et discussion. Ouais, donc, c'est vraiment, il faut une suite dans l'audit. Aussi, la bibliographie, là, c'est vraiment la grande faiblesse de ton travail. Tu n'as pas assez lu. Tu n'as pas assez. D'ailleurs, il y a très peu de références et les références qu'il y a ne respectent pas les normes. Tu as présenté une bibliographie. C'est vrai que tu as écrit une bibliographie, mais les références sont incomplètes. Et il y a vraiment, tu ne respectes pas les normes en ce sens. Et puis, les références ne sont pas précises. Le peu de références que tu as, il faut vérifier les noms d'auteurs. Vraiment, c'est inacceptable à ce niveau-là. Donc, on t'invite à renforcer tes sources, à faire un travail d'éditing aussi, pour bien citer les auteurs et bien présenter ta bibliographie. Sur le plan de la rédaction scientifique, la rédaction du travail globalement, on t'invite, comme les autres, à relire intégralement le mémoire, à même te faire aider par quelqu'un, parce qu'il faut corriger les problèmes d'accent, d'orthographe, de ponctuation, de syntaxe, et surtout, tu as utilisé par moment des points, des bullet points. On demande une écriture fluide, argumentée à nos étudiants et non de se contenter de mettre. On peut avoir quelques points à présenter, mais il faut le plus que possible fluidifier l'écriture. Et puis, sur le plan de la présentation formelle par rapport au Canva, vraiment, on te demande de révisiter le texte entièrement et d'harmoniser les titres. D'ailleurs, tu as des titres que je me demande, est-ce que, et je vais m'arrêter là, Monsieur le Président, est-ce que ce sont des titres? Tu vas nous dire, tu réponds, je te donne un titre, je fais exprès de prendre un titre, et par rapport au contenu, tu vas nous dire, voilà. Si quelqu'un te dit, mise en perspective théorique comme titre du chapitre 1, qu'est-ce que quelqu'un, l'auteur, alors le lecteur, comment est-ce qu'il va comprendre? Est-ce qu'il n'y a pas de mise en perspective théorique dans n'importe quel travail? Donc, les titres doivent être aussi, doivent annoncer des contenus et non des titres génériques comme ça qui ne représentent pas grand-chose
qui ne permettent pas de comprendre ou d'annoncer le contenu. Voilà pour mes remarques. Elle a déjà mes questions. Merci, Monsieur le Président, et j'attends vraiment les réponses de l'auditeur. Merci. Alors, merci, Monsieur le rapporteur. Ismaël, tu vas attendre encore un petit peu. Bon, c'est le temps pour toi de réfléchir à ta réponse ou tes réponses à ton rapporteur. Je cède la parole à Madame Rose Emanite Jérôme, qui a encadré le travail de Ismaël Joseph. Elle va nous dire comment a été l'expérience d'encadrement d'Ismaël. Alors, il y a un bruit de ton côté, il y a un mauvais retour sonore. Alors, rebonsoir. Merci, Monsieur le Président et Monsieur le rapporteur et Professeur Christophe Provident. Je vous remercie également pour votre superbe remarque. Et en fait, je tiens à féliciter Ismaël Joseph pour sa superbe présentation, et c'est très bien, bravo. En fait, alors, une autre félicitation à Ismaël. Elle est une étudiante très ponctuelle, pour mieux dire. Et en fait, quand on lui a donné quand on a une rencontre avec elle, elle est toujours là à temps, à l'heure. Et tout à l'heure, je me pose la question, pourquoi depuis à 6 heures, elle m'a demandé, Madame, vous êtes là? Donc, c'est intéressant. Et en fait, il y a vraiment des petits décalages au niveau de son mémoire, bien sûr. Et vous savez bien que un travail de recherche, c'est pas vraiment un travail qui n'a pas de des petites choses qu'on peut corriger, qui n'a pas de correction. Oui, il faut corriger. Et alors, sur le point scientifique et sur le point académique, donc j'ai vu quelque chose qui ne marche pas. Alors, quand je dis sur le point d'académique, vous savez, quand on parle d'académique, on parle sur la forme, et sur le point scientifique, c'est sur le fond. Voilà. Donc, sur la forme, j'ai travaillé avec elle, donc elle a présenté une très belle forme, vraiment. Et elle a respecté, je ne dis pas totalement, mais en partie, et la forme de l'IUS, oui. Mais quand je regarde sur l'email, donc c'est décalé, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est pour cela, je demande à Ismaël de reprendre la question de l'académie. Et puis, il y a aussi, comme monsieur le rapporteur vient de dire tout à l'heure, donc il faut prendre les remarques afin de rendre scientifique votre travail. Donc, je ne vais pas vous tarder, Monsieur le Président, et je vous retourne je vous retourne le boulot. Merci. Merci beaucoup, Madame Jérôme, la directrice de mémoire de Mademoiselle Ismaël Joseph. Alors, quant à moi, j'aimerais dire à Ismaël qu'il y a de toute façon du travail à faire dans le cadre de ton mémoire.
déjà le docteur Christophe Providence, qui est le rapporteur, il vient de te dire qu'il y a de quoi retoucher le travail. Et je vais te redire presque la même chose. Et sur le plan de la forme et sur le plan syntaxique, il y a du travail à faire. Et par exemple, dans la page de garde, Ismaël, grade de licencié, et alors licencié, tu es une fille, donc c'est avec muet, et puis 2025-2026, c'est pas nécessaire puisque il va y avoir la date de soutenance et en bas, donc c'est pas nécessaire d'ajouter 2025-2026 après grade de licencié, etc. Et puis, par exemple, quand tu remercies l'IUS, donc point besoin de remercier l'université, l'IUS, et ça définit Institut universitaire des sciences. Donc, université est déjà comprise dans IUS. Et puis, quand tu parles de ta mère ou de ton père, Madame Jean-Baptiste, Madame Rousse et Jean-Baptiste, alors je me rappelle Madame Rousse. Et puis, quand tu parles de ton père aussi, oui, Madame Ousmi, Jean-Baptiste, et de ton père Lucien et Joseph. Donc, quand tu dis je tiens à remercier spécialement Madame Ousmi, Jean-Baptiste, ma mère. Donc, ma mère, ça doit se retrouver entre deux virgules, tout comme Monsieur Lucien Joseph, mon père, ça doit se retrouver également entre deux virgules. Bon, qui fût et la première, alors, tu dis qui fût et au pluriel, et à mon avis, c'est les premiers. Et puis, pourquoi fût-ce? Peut-être pour ton mémoire de master, ils seront là encore à te conseiller sur le sujet. Donc, ce n'est pas nécessaire d'utiliser déjà alors là, ce temps de l'indicatif, c'est pas nécessaire d'utiliser ce temps. Et moi, je pense qu'un passé composé ferait mieux l'affaire que le passé simple. Un passé composé ferait mieux l'affaire que le passé simple. Donc, il y a de ces petites choses à corriger tout au long du texte. Donc, tu auras besoin de faire des retouches comme ça. Tu auras besoin de faire des retouches pareilles. Et puis, dans l'introduction, Ismaël, tu as posé une question et c'est bien, mais je ne vois pas la réponse à la question qui serait l'hypothèse. Je ne la vois pas. Donc, je pense que tu dois faire ce travail de peaufinage du texte, etc. C'est vrai, tu fais un bon travail, mais je sais que tu peux donner mieux que ça. Donne-toi du temps, travaille avec ta directrice de mémoire et puis tu pourras nous délivrer quelque chose de plus potable et quelque chose qui te ressemble véritablement. Encore une fois, toutes mes félicitations à toi, Ismaël. Et là, je te passe la parole pour que tu répondes à la ou les questions du rapporteur. D'accord, merci, Monsieur Isidore. Avant de répondre à la question de Monsieur Christophe, je tiens à j'en sais pas,
c'est pas une sorte d'excuse, mais c'est genre une rectification concernant les fautes d'orthographe. Parfois, il y a les claviers anglais et puis celles de français. Parfois, tu peux rédiger ton texte genre avec les vocabulaires français. Et puis, quand ça, c'est genre, si par exemple, tu transfères le document sur une autre ordinateur anglais, et parfois, ça change un peu. Mais ça n'empêche pas que je corrige un peu les fautes d'orthographe. Et pour répondre à la question de M. Christophe, la différence entre ONG et OBNL, les OBNL, c'est Organisation à but non lucratif, qui est une organisation locale ou nationale, créée pour offrir des services, mener des activités sociales, culturelles ou communautaires sans but de profit. Et pourtant, les ONG, c'est une organisation indépendante de l'État, souvent internationale, qui intervient dans les domaines comme l'humanitaire, le développement des droits humains, de l'environnement, etc., etc. Mais par contre, tous les ONG sont des OBNL, mais tous les OBNL ne sont pas des ONG. Donc, c'est ça ma réponse. OK, alors j'aimerais, je repasse très rapidement la parole au docteur Providence pour mesurer sa satisfaction par rapport à l'aune de ta réponse. Non, alors, il y avait, en réalité, il faut pas mélanger ces choses-là dans le mémoire. C'est ça aussi, hein, le but de chaque question. C'est pas pour t'accuser ou voilà, te condamner. C'est pour t'aider à retourner dans le document et à ajuster les choses. Deuxième aspect, maintenant, tu as répondu à cette première question. Tu as travaillé sur quoi? Est-ce que tu as travaillé sur une ONG, des ONG, sur le terrain d'investigation? Tu as été sur le terrain collecter des données? C'est ça? Pas vraiment, pas vraiment. Et pourquoi tu as parlé de questionnaire? Mais le fond, c'est des OBNL, des ONG. Non, mais tu as collecté des données ou pas? Pas vraiment. Ah bon? Et tu as annoncé que c'est une étude qualitative. Sur quelle base c'est une étude qualitative alors? Pardon? Sur quelle base tu as pu affirmer des choses si tu n'as pas collecté des données? Ben, j'ai dit que c'est une étude qualitative parce que ça rentre en profondeur sur les pratiques de gestion des ressources humaines. Mais tu les trouves où, ces pratiques? Tu as été où pour montrer qu'il y a à cet endroit-là telle pratique que tu as analysée? Comment tu as fait? J'ai fait pas mal de recherches. Mais j'étais pas vraiment sur le terrain parce que, disons que être sur le terrain là maintenant, c'est quasi impossible pour moi. Mais par contre, j'ai fait pas mal de recherches pour voir comment... On ne voit pas ça, hein, parce que tu ne cites rien. Tu as très peu d'éléments dans ta bibliographie. Tu dis que tu as fait des recherches sur quoi finalement? Moi, parce que je ne retrouve rien, hein, moi. Je ne retrouve pas grand-chose. Tu présentes une bibliographie, je te dis tout de suite, avec, bon, non seulement c'est mal présenté, d'accord? Il y a tu cites des auteurs qui n'ont rien à voir avec ce terrain-là dont tu parlais, d'accord? Moi, je me demande, parce que tu as des auteurs qui n'ont rien à voir, d'ailleurs les références ne sont pas complètes du tout, d'accord? Et elles ne concernent pas Haïti. Donne-nous, dis-nous, comme tu as fait beaucoup de recherches, cite-nous 2 ou 3 documents
sur Haïti dans la littérature locale que tu as utilisée, que tu as lu? Tu n'as pas un auteur, bon, on va simplifier les choses au lieu de deux. Un seul auteur que tu as lu sur Haïti. Concernant la situation culturelle. Ton travail, c'est pas concernant la situation. Tu as dit que tu as lu des choses, tu sais que tu as travaillé sur un sujet. Donne-nous une référence locale que tu as utilisée. Ok. Voilà, donc c'est ça le grand problème. Hein. Tu t'es amusé à annoncer, à affirmer des choses. Non. Certainement, peut-être tu as lu des choses, mais tu n'as pas fait de référence. Tu n'as pas cité tes sources. Et dans ce domaine, surtout concernant les ONG, il y a plein de documents, plein de statistiques. Tu aurais pu au moins te contenter de données secondaires. Et là, vraiment, hein, je ne sais pas, Même moi, j'ai écrit pas mal de choses que ce soit sur les ONG, que ce soit sur le fonctionnement même des ONG, le problème avec les expatriés, comment au niveau de la solidarité pourrait se manifester sur un territoire donné avec des acteurs d'organismes qui auraient même pu utiliser l'ouvrage sur l'économie solidaire. Dedans, il y a plein de références d'organisations à but non lucratif qui œuvrent en Haïti et qui permettent à ce que la société puisse tourner malgré les imperfections de l'État haïtien ou l'irresponsabilité de nos dirigeants. Mais tu n'as pas de référence. Moi, je ne sais pas. Bon. Voilà, et je ne sais pas. Bon, merci, Monsieur le Président. Ismaël, visiblement, n'a pas de réponse. Hein? Elle a lu plein de choses, elle m'a dit, mais elle n'a pas cité quoi que ce soit. Donc, tout vient de... Tu es croyante, Ismaël? Tu crois en Dieu, c'est ça? Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est ça? Oui. Et c'est le Saint-Esprit qui Elle est bonne chrétienne. Hein? Elle est bonne chrétienne. Elle est bonne chrétienne. D'où ma question. Et je m'arrêterai là, Monsieur le Président. Est-ce le Saint-Esprit qui t'a c'est un mémoire inspiré de Dieu? C'est ça? Mais pourquoi tu n'as pas cité les auteurs? Si ce n'est pas inspiré de Dieu, il faut nous dire, voilà ce que tu as trouvé, et voilà. Donc, il faut trouver ces références et les ajouter dans le texte. Hein. D'accord? D'accord. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. Donc, Ismaël, tâche de te remettre au travail parce que tu as du travail à faire. Pardon, tu as du travail à faire, Ismaël, et remets-toi au travail. C'est toujours important de retoucher les travaux. Donc, remets-toi au travail avec ta directrice de mémoire et puis tu vas nous donner un travail potable, digne et des études que tu as faites. Et alors, on a déjà grillé 3 minutes. Merci à Monsieur l'encadreur et le docteur Providence. Merci à Monsieur le rapporteur, le docteur Christophe Providence, à Madame la directrice de mémoire, Rosemanie Jérôme. Merci à toi, Ismaël, et merci pour tes efforts. Merci à chacun de vous. Voilà qui met fin à cette soutenance et je passe la parole au prochain président, mais en attendant, je demande à l'administration d'arrêter